Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 42 de la saison 2. J'espère que ça va bien les copains, ça me fait plaisir de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Si vous avez fait le ramadan, écoutez, Aïd Moubarak à vous tous. Puis sinon, j'espère que vous avez passé une vraiment bonne semaine parce que ça me fait plaisir de vous revoir. Alors pour ceux qui ne sont pas abonnés à cette chaîne YouTube, c'est le moment de vous abonner parce que ça montre que vous soutenez le projet et ça me fait super plaisir à chaque fois, vraiment, je vous le dis. Donc, dans ces épisodes de mes bricolos, vous l'avez remarqué, on parle des différents métiers et activités du design. Donc, on a abordé plusieurs métiers, plusieurs thèmes. Design transport, design d'environnement, design produit, même on a parlé de design food, mais il y a un sujet que j'avais jamais encore abordé, c'est le design sonore. Et pourtant, j'aime beaucoup ça, le design sonore. Et justement, je suis tombé sur un article très amusant et puis je l'avais mis de côté. Je me suis dit, tiens, c'est le moment de vous en parler. Et puis, j'ai réalisé aussi, dans le cadre de mon studio, de mon agence de design dans laquelle on se trouve actuellement à Marrakech, un projet de design sonore et ça me permettra, ça me donne l'occasion à la fin de cet épisode de vous parler de ce projet que j'ai réalisé. Donc déjà, de quoi on parle quand on parle de design sonore? Donc je suis allé sur le site de l'IRCAM pour avoir la définition du design sonore. Donc l'IRCAM, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut de recherche et coordination acoustique musique qui est aujourd'hui l'un des plus grands centres de recherche public au monde se consacrant à la création musicale et à la recherche scientifique. Alors je vous parle de l'IRCAM parce qu'il s'avère qu'un de mes profs de design sonore exerçait à l'IRCAM et venait de temps en temps à l'ENSI les ateliers pour justement faire des cours sur ce que c'est que le design sonore. Donc c'est vraiment, c'est au centre Pompidou à Paris, et c'est vraiment j'avais eu l'occasion de visiter l'IRCAM, c'est incroyable, ils font des recherches autour du son, de la vibration, de l'effet sonore, sur plein d'aspects, et dont notamment le design sonore. Et le design sonore, donc, qui de mieux qu'eux pour nous donner la définition du design sonore, les gars, c'est pour ça que je vous l'ai mis de côté. Le design sonore désigne la création sonore appliquée dans tous les domaines où penser le son. C'est-à-dire les domaines où on pense le son. L'imaginer, le fabriquer et l'intégrer s'avère nécessaire. D'accord ? Industrie, urbanisme, architecture. Alors industrie, par exemple, quand on prend la portière d'une voiture, ça je me rappelle quand j'étais à l'ENSI, c'était un des exemples qu'ils nous avaient donné. On fait tout à fait la différence entre une voiture de qualité qui a été bien finie, parce que le son, quand on ferme la portière de la voiture, est plus sourd, plus lourd. Donc il donne le son apporte une matière... c'est une matière, voilà, c'est une matière sonore qui suggère la qualité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous fermez d'une voiture d'une Dodush, tout de suite vous allez entendre un bruit de métal et c'est tout d'un coup moins agréable et ça donne moins cette sensation de qualité. D'accord? Donc ça s'applique parfaitement, et je sais, pour l'avoir étudié, qu'il y a des départements de design sonore chez les constructeurs automobiles, et je me rappelle à l'époque à Renault, on avait assisté justement à la recherche autour de justement de l'idée de ce son, de cette matière sonore lorsqu'on ferme la portière de sa voiture ou lorsqu'on démarre son véhicule. Donc l'urbanisme, l'architecture bien évidemment, le multimédia. Alors le multimédia, on va y arriver, le marketing, l'art, le cinéma, le spectacle, l'installation. Donc en fait, on prend le son comme une matière, et cette matière, comment on la travaille dans un objet, dans un produit, dans un élément d'architecture, pour du marketing, pour du multimédia. Et justement, je suis tombé, c'était l'article que j'ai mis de côté, sur ce musée. Alors, c'est sur Internet, savethesound.fo, c'est la page, je la mettrai en lien justement dans la description de cet épisode de mes bricolos, le musée des sons en danger. Alors, j'adore déjà le nom, il est incroyable. Mais en fait, on a une sélection de sons qui sont des sons, je veux dire, iconiques d'une période. Mais par exemple, moi, il y a un son très particulièrement pour lequel j'ai une affection particulière, parce que je me souviens, dans les années 90, quand on avait les premiers chats et on avait justement le AOL Messenger, et on avait ce son. Voilà, vous l'avez entendu, c'était quand quelqu'un se connecte ou vous envoie un message. Et c'est un son qui est vraiment, à chaque fois que je l'entends, ça me ramène à cette période. Donc là, on est purement dans le design sonore, d'accord? Ou par exemple, ICQ.
Vous vous rappelez de ce son quand quelqu'un se connectait? Alors on a aussi par exemple des sons plus historiques. Ça, c'est un son qu'on a quasiment à chaque fois qu'un film commence. Et pourtant, c'était à l'époque, c'était les films à bande, mais ça reste totalement d'actualité. On a, alors ça, il y a un son qui m'a fait délirer, c'est les machines, les impressions. Vous savez, quand vous étiez parti quand vous partiez à la, je sais pas moi, par exemple, dans dans des, pas des institutions publiques, mais quasiment à la mairie ou ce genre de choses, et que vous aviez c'est un saut pour moi qui est complètement dingue. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez purement des projets de design sonore, par exemple la sonnerie du Nokia. Donc ça, on est complètement dans le design sonore, c'est-à-dire qu'il y a un designer qui s'est posé la question, musicien, etc., mais qui s'est posé la question de comment créer une musique qui soit la propriété de Nokia et qui soit une signature sonore qui fait que quand on entend cette sonnerie, on se dise « Ok, c'est un Nokia ». Et pourquoi je parle de ça? Parce que c'est la même chose avec l'iPhone. Mais cette sonnerie a quelque chose de très particulier, très particulière, parce que c'est une sonnerie. Ben oui, une sonnerie, c'est féminin, donc c'est parce que cette sonnerie, elle est vraiment atypique. C'est-à-dire tout de suite, on se rappelle de quelque chose. C'est-à-dire, elle est liée au produit, elle est liée à Nokia. Donc c'est ça qui est fou, c'est que ce site internet regroupe une multitude, dis donc j'ai du mal à parler là aujourd'hui, regroupe une multitude d'objets qui ont des sons très particuliers, qui ont des sons qui ont été réfléchis, pensés, et qui aujourd'hui sont une matière qui nous rend nostalgiques. C'est pour dire à quel point ils ont bien été pensés. Ça Tetris sur la Game Boy, mais c'est un truc de malade. Qu'est-ce que j'ai pu jouer? Je suis sûr que toutes les personnes qui sont nées dans les années 80-90, vous entendez ce son-là, vous dites oh là là, c'est pas possible, c'est un truc de dingue. Il y a un autre son qui m'a particulièrement plu, c'est le son des cassettes. Alors là, vous allez dire des disquettes d'ordinateur. Vous savez les disquettes. On a le démarrage. C'est où? Où est-ce que je l'avais vu, ça? Voilà, c'est celui-là. Non, ça, c'est 95, Windows 95. Voilà, c'est ici. Floppy disk. Vous savez, les petites disquettes à l'époque, et quand on les mettait, elles avaient un son, elles grattaient, c'était très particulier. Elles faisaient ce son. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, là, dans le cas de la disquette d'ordinateur, ce n'est pas du design sonore, c'était simplement mécanique. C'est-à-dire c'était vraiment quelque chose qui n'avait pas été étudié, ni pensé, ni quoi que ce soit, mais qui était inhérent à cet objet parce qu'il émettait un son quand il était en lecture. Et en fait, cette caractéristique sonore était tellement présent qu'il est devenu iconique de cette période. Alors que par exemple, si on prend le son du Game Boy, là clairement, c'est une réflexion sur un environnement musical créé autour d'un jeu. Donc on est dans de la production, on est dans du design sonore. Donc là, bon, ce site internet, on va pas parcourir tous ces sons. Vous vous souvenez de ça, hein? C'est encore aujourd'hui. Dès qu'on a un clavier digital, on entend, c'est-à-dire ils ont repris ce son et ils reproduisent ce son tellement qu'il est important. Pareil, il n'y a pas un designer sonore qui a réfléchi sur le son de cette machine. Mais par contre, il y a des designers sonores qui se sont dit, on va récupérer ce son pour l'implémenter dans des claviers digitaux. Voilà, parce que voilà, c'est ça le travail de design sonore, et je trouvais ce site absolument incroyable. Moi, quand je me suis passé une demi-heure dessus à cliquer, à tout écouter, parce que ça m'a rappelé des trucs pas possibles. Donc, je vous conseille d'aller visiter ce site, le musée des sons en danger, Endangered, qui sont en danger, parce que c'est marrant, c'est super nostalgique, enfin il y a plein de choses, et il n'y a pas mieux pour illustrer ce que c'est que le design sonore. Alors après, on va parler d'un projet sur lequel je suis tombé sur Design Wanted. Donc il y a Harman Kardon en logo, mais en fait c'est un projet d'un designer qui a réfléchi sur justement le vinyle et l'écoute du vinyle.
Donc en fait, lui, il est parti d'un principe. Il dit voilà, il y a un retour à la musique analogique, donc au vinyle, et parce qu'il a une texture particulière, il y a une sensibilité particulière. Donc moi, ce que je vais créer, c'est des objets, un environnement d'objets autour de l'écoute du vinyle. Et il s'est servi du sillon du vinyle. Alors là, malheureusement, on ne le voit pas sur le vinyle qu'il a disposé sur sa platine. Mais bon, vous le savez, hein, sur un vinyle, il y a un sillon sur lequel on pose le diamant. Et on a une lecture de la musique à travers, justement, de la lecture de ce sillon. Voilà, de cette espèce de trace, pas de découpe, mais de gravure qu'il y a sur le vinyle. Et en fait, il s'est servi de cette gravure et il a repris ça pour créer toute une gamme d'objets qui gardent cette esthétique du sillon, c'est-à-dire de cette gravure, de cette matière travaillée, et en plus de ça, pour suggérer la matière sonore, c'est-à-dire par ces espèces d'ondes. C'est-à-dire, on a c'est une double lecture puisqu'on a à la fois le sillon du vinyle, mais aussi on a la fréquence, l'onde du son qui est émis. Donc là, ce qui est intéressant, c'est c'est pas un projet de design sonore à proprement parler, mais c'est-à-dire on se sert de la matière musicale comme inspiration, on se sert justement de l'objet qui émet la musique comme inspiration pour créer une gamme d'objets qui symbolise le son. Donc on est dans ce dialogue entre le son, l'objet, la matière sonore, la représentation de cette matière sonore. Donc on est dans un produit, on est dans un de design produit, design sonore, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est très intéressant. Puis c'est une étude qui me permet complètement d'illustrer justement cette logique de design sonore et les différentes approches finalement qu'on peut avoir quand on parle de design sonore. Puis en plus de ça, alors bien sûr on peut toujours débattre, il y a un côté assez cubique de l'objet qui me gêne assez. Il a fait d'autres enceintes un peu plus rondes, mais par contre j'adore sa platine. En plus on n'a pas le bras de lecture puisqu'il est situé, si vous avez regardé sur les images, en dessous. Donc ça c'est pour l'aspect de la conception. En termes de fabrication, le moule, vous me connaissez parce qu'on ne fait pas que commenter l'objet, on se pose aussi la question, étant designer forcément de sa fabrication. Bon, alors là, c'est vrai que là, le moule pour fabriquer un objet comme ça, c'est pas toujours hyper pratique. Ça doit coûter un petit bras parce que toutes ces stries ne sont pas assemblées, c'est moulé. C'est un peu compliqué, c'est-à-dire surtout s'il y a une profondeur qui a de ce creux-là, hein, que vous voyez là ou là, tout autour, qui est assez importante. Tout d'un coup, ça devient beaucoup plus complexe à fabriquer. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'on est dans un projet intéressant qui traduit cette matière sonore dans l'objet. Après, on va parler d'un projet que j'ai réalisé avec un ami qui s'appelle Omar Ouari, qui est directeur d'antenne, chef d'antenne chez M6. Et on s'était rencontrés vers 2007-2008, je crois 2008. Et tous les deux passionnés de musique, puisqu'on mixe, on fait plein de choses, etc. Donc on s'était dit, voilà, c'est l'occasion d'être ensemble, de réfléchir sur le son et la production sonore, et puis surtout de se dire que sera, parce que je vous rappelle, c'était en 2008, les radios numériques de demain. On était parti d'un postulat qui était simple, qui était de dire, voilà, aujourd'hui, la radio FM, donc en utilisant le support FM, fonctionne parce que toutes les voitures, à l'époque, je vous parle avant 2010, sont équipées de récepteurs FM. Mais on était convaincus, de par la vision qu'on avait sur l'évolution des radios numériques, on était convaincus qu'à moyen terme, les véhicules allaient intégrer justement des systèmes multimédia qui permettraient de pouvoir écouter des radios numériques. Et on s'est dit, tiens, autant réfléchir sur une radio numérique, autant réfléchir sur justement qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de réinventer la radio traditionnelle si on passe par du numérique. Et donc, petit à petit, on est arrivé vers cette idée de radio dans le sac à dos. C'est-à-dire, alors c'est une phrase qui regroupe un peu tout, mais qui symbolise l'idée. C'est-à-dire, vu que les radios FM sont assez complexes, on a besoin de studios, de plein de choses, etc., comment peut-on arriver par le numérique, le digital, sachant qu'on n'a pas les mêmes contraintes que si on émet une radio FM, de faire une radio dans le sac à dos. Et en fait, on a développé tout un système qui nous a été proposé par Albert Bruck, alors petite dédicace à lui parce que malheureusement il nous a quittés, mais qui était un
un programmeur et qui nous a amené un système. On avait travaillé avec lui, on a utilisé différents logiciels comme Liquid Soap et tout ça qu'on a installé sur un serveur. Et en fait, on a une radio numérique installée sur un serveur. On se connecte à ce serveur pour pouvoir soit émettre une émission en direct, soit la diffuser comme un podcast. Mais en tout cas, la radio en elle-même envoie un flux 24 heures sur 24 en direct. Quand il n'y a pas d'émission, c'est une playlist aléatoire qui est générée automatiquement, donc c'est un peu complexe, mais ça vous donne l'idée. Et quand il y a des émissions qui sont diffusées, la radio diffuse les émissions les unes derrière les autres avec des jingles, etc. Donc là, je vous parle un peu technique, mais c'était vraiment ce projet de design sonore, c'était la réflexion autour de l'avenir de la radio numérique. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée après, c'était de prendre le contre-pied complet de tout ce qui était en train d'émerger, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui, basée sur ce que vous allez écouter, vous propose des morceaux qui cette intelligence artificielle paraît le plus adapté à votre sensibilité musicale. Et on avait, étant DJ, c'est-à-dire j'aime mixer, Omar aussi, on se disait, mais la place de l'homme, c'est-à-dire du sélecteur, parce que disque jockey, c'est un sélecteur de musique, c'est-à-dire le mec, il écoute, il trie la musique, puis après, il vous propose sa lecture musicale. Disparaît totalement au profit d'une intelligence artificielle qui peut être largement remise en question sur sa pertinence, parce que ce qui est agréable, c'est que tout d'un coup, tu es quelqu'un qui te dit tiens, j'ai écouté ça, j'ai découvert ça. En tout cas, nous, c'est ce qu'on fait entre potes, c'est-à-dire on arrive, on s'envoie des morceaux, on se dit tiens, j'ai écouté ça, et quand on mixe pour des gens, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est tout d'un coup de se dire tiens, je suis tombé sur ce morceau, il est mortel, je le partage avec toi. Donc on a développé ce site internet où justement on a une sélection d'une trentaine de ce qu'on appelle le Nescrew, vous l'avez là, plus d'une trentaine d'artistes qui ont des sensibilités musicales différentes, des approches différentes, et qui produisent une émission chaque semaine qu'on diffuse sur NES Radio. Donc en fait, vous écoutez des artistes, des DJ qui ont une vraie personnalité musicale. C'est-à-dire, nous, c'était vraiment de dire, voilà, que ce soit du hip-hop, de jazz, soul, funk, etc., peu importe. Vous avez une sensibilité musicale, vous avez une approche personnelle, vous avez envie de la partager. Et bien justement, là, on est sur le site de NES Radio. Partagez-la avec nous et partagez-la avec tous les auditeurs. Voilà, donc c'était une façon pour nous, justement, de proposer ça. Donc on a le site de NES Radio, je le mettrai en lien dans la discussion, je le mettrai en lien dans la description de cette vidéo, de cet épisode de Mes Bricolos. Puis vous l'avez sur TuneIn, sur iTunes, enfin elle est accessible absolument partout. Et on a gagné les Mixcloud Awards. Alors qu'est-ce que c'est que Mixcloud ? C'est donc là je vous montre par exemple ma page Mixcloud où justement je viens juste de poster un mix dernièrement. Mais Mixcloud, c'est une grande plateforme de partage de musique. Donc, c'est pas radio, hein, c'est pas du direct, c'est pas du stream, c'est que vous faites un mix, vous le postez. Donc, généralement, beaucoup des artistes qui sont sur NES Radio, une fois qu'ils ont diffusé leur émission sur NES Radio, la postent sur Mixcloud pour la rendre disponible à la réécoute. Puisque le principe de la radio, c'est qu'une fois que tu l'as écoutée, à moins qu'elle soit rediffusée, elle disparaît. Donc là, c'est vraiment pour pouvoir la réécouter. Et Mixcloud nous a délivré, je crois que c'était en 2012-2014, quelque chose comme ça, on a gagné le prix des Mixcloud Awards, ce qui est quand même assez exceptionnel, hein, franchement, honnêtement. Hein, c'était voilà, en 2015. On a gagné les Mixcloud Awards pour la meilleure radio Asia-Pacifique, Middle East, Africa Station. Bon, vous avez compris, hein, mon anglais est approximatif, mais ça voulait dire que on avait réfléchi sur ce projet de design sonore, donc de radio numérique, et en quelques années, bien sûr, on a eu plein d'auditeurs, ça développé de plus en plus de sélecteurs qui ont participé, qui sont arrivés dans le crew de NES Radio. Et puis après, c'est vrai que gagner un award comme ça, c'est super intéressant parce que ça montre que votre travail, justement, a du sens. Voilà, donc voilà, je termine là-dessus, sur cette présentation de ce projet que j'ai réalisé. Alors bien évidemment, dans les commentaires, vous avez des questions sur ce sujet, sur les projets, sur ce NES Radio, sur le design sonore, etc. N'hésitez absolument pas de me donner votre commentaire, dire ce que vous en pensez, etc. Si vous êtes sur Paris, je vous conseille d'aller visiter l'IRCAM.
d'aller jeter un petit coup d'œil parce que c'est hyper intéressant de découvrir justement cet espace-là. Puis il y a toujours des événements à l'IRCAM qui sont très intéressants, et qui sont des fois un petit peu compliqués à comprendre parce qu'il y a les mecs qui sont... Mais il faut y aller, quoi. Il faut aller découvrir tout ça, c'est absolument génial. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, comme à notre habitude, pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Si vous êtes arrivés jusque-là, si vous êtes des restas pour moi, donc ça me fait super plaisir. Et puis on se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous laisse avec des épisodes à gauche, à droite, et comme ça vous continuez à regarder ces épisodes de Mes Bricolos. Et pour terminer, juste là-dessus, d'ailleurs je le mets en lien, elle va apparaître ici la vidéo, le dernier épisode que j'ai fait où je parle de Elon Musk qui a racheté Twitter, il y a des infos qui sont sympas, je vous laisse découvrir ça. Pslama à tous et à bientôt.